Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pendant 2 jours, à Lyon, les Fashion Tech Days ont rassemblé des experts, marques, institutions et startups autour de la thématique « Performance durable, comment allier performance et baisse d'impact ». Un événement conçu pour découvrir et comprendre comment l'utilisation des technologies peut renforcer les pratiques éthiques et durables de la filière textile afin d'offrir des perspectives nouvelles et innovantes pour l'avenir de la filière. Bonne écoute! Bonjour, donc moi je suis Johanna, je suis la fondatrice de Momout. Donc c'est une marque et une plateforme en effet au service des mamans et des futures mamans sportives. Et du coup on est en train de créer une marque de vêtements de sport techniques éthiques pour femmes enceintes. Comment l'idée m'est venue? Alors avant d'être une idée, c'était un constat lors de ma première grossesse il y a un peu plus de 4 ans. Non, c'est pas pour toi. À l'époque, j'étais loin de m'imaginer entrepreneuse, mais déjà, j'avais constaté que je ne pouvais pas m'équiper pour faire du sport pendant ma grossesse. Alors, outre, on en parlera tout à l'heure, les limites, on va dire, culturelles, les regards désobligeants, etc., il s'agissait déjà de m'équiper. Si je voulais faire autre chose que du yoga, c'était déjà un défi, assez important. Après, on trouvait quand même, chez certaines marques de fast fashion, ou alors des équipementiers de sport qui n'étaient pas forcément dans mon éthique, on va dire, on trouvait des vêtements. Je me suis dit, bon, bah, là, au moins, on est quand même chez un équipement de sport, donc on va avoir quelque chose de valable. Mais pas tellement, en fait. Les vêtements ne sont pas pensés pour un usage vraiment technique, par exemple, tout simplement pour la course à pied. Et on le sait aujourd'hui, les médecins le disent, hein, si on est déjà coureur, il n'y a aucun souci à continuer le sport pendant sa grossesse. Au contraire, le sport, c'est bon pour la santé. Encore plus à un moment donné où on va accoucher d'un être humain, ce qui demande un petit peu de force et d'endurance. Voilà, donc à l'époque, vraiment le constat à me dire, alors déjà, m'équiper tout court, j'y arrive pas. Si je voulais m'équiper éthique, c'est pas la peine, ça n'existe pas puisqu'on est sur un marché, je pense, qui est beaucoup trop petit pour qu'on puisse dire qu'on va... Et voilà, avec des produits qui seraient beaucoup trop chers puisqu'on est sur quelque chose qu'on va utiliser 5-6 mois maximum. Donc voilà, des airs et quelques années plus tard, voilà l'idée de créer cette marque en la pensant circulaire dès le départ, parce qu'on ne va pas créer un legging, par exemple, à 120 €. Personne ne l'achètera pour le porter 6 mois. Personne, en tout cas, pas assez de monde. Et surtout, ça ne fait pas sens. Donc, on est vraiment sur une marque qui est pensée directement sur une distribution où on va viser 3, 4, 5, j'espère 10 utilisatrices sur un produit. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Céline Champonnet, je suis la fondatrice de Wilma, c'est une marque de vêtements de cyclisme pour les femmes. Je vais préciser, pensé par des femmes pour les femmes, et ça a son importance puisque l'univers du cyclisme, c'est un univers qui est encore aujourd'hui majoritairement masculin, dans lequel la femme a beaucoup de mal à se faire une place et à se sentir légitime de pratiquer ce sport-là. Donc pour faire un petit update comme Céline sur qui je suis vraiment. Donc, je suis en couple, je suis maman de 2 enfants. Et avant de lancer la marque, j'étais pas tellement cycliste puisque finalement ce sport-là me donnait pas envie. Je me reconnaissais pas du tout dans un sport aussi masculin. Et le peu de fois où j'avais essayé, je m'étais un peu fait larguer comme ça par des mecs et qui faisaient exprès d'aller hyper vite pour pas m'attendre. Donc bref, grosse frustration. Et puis bon, j'ai quand même persévéré là-dedans et je me suis rendu compte qu'on était plein de femmes et qu'on avait toutes les mêmes problématiques, qu'on allait s'équiper en fait comme on pouvait, très souvent chez l'homme, en plus grande taille pour essayer que ça fit le plus possible en fait à notre morphologie. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de femmes et qu'elles faisaient des choses extraordinaires. Et finalement, elles étaient beaucoup plus puissantes que les hommes, sauf qu'on n'en entendait pas parler. Et donc moi, mon métier de base, j'étais chef de collection pour une marque. Donc j'étais déjà en charge de développer en fait une gamme et des collections pour des marques. Et je voulais vraiment impacter l'univers du cyclisme. Ça aurait pu se faire de plein de façons. Ça aurait pu se faire en créant juste une communauté, en créant des événements. Mais c'était finalement assez simple pour moi de le faire via une marque, puisque c'était mon métier. Et l'idée, c'était de créer une marque à travers laquelle les femmes elles allaient pouvoir s'identifier, qu'elle allait les aider en fait, à prendre leur place dans un sport encore masculin. Et j'avais vraiment aussi cette volonté, j'ai toujours cette volonté qu'il y ait d'autres femmes qui donnent envie à des femmes de faire du vélo.
parce qu'aujourd'hui, 80% des filles, elles font du vélo parce que soit leur conjoint, soit leur papa est cycliste, et ou c'est des anciennes runneuses qui sont blessées et qui ne peuvent plus courir. Et voilà, et je me dis que voilà, l'idée, c'est de travailler en fait pour rendre ce sport un peu plus féminin. Et voilà. Et après, sur la conception, bien évidemment, l'idée, c'était de produire en fait une marque éco-responsable, donc avec une production en France ou en Europe, avec des matières où des fils proviennent de France ou d'Europe, pareil, enfin hyper important pour nous. Voilà. Et s'adresser aux femmes, techniquement, qu'est-ce que ça change? Donc, d'abord Céline pour garder le micro, puis ensuite on va tourner un peu le micro. Qu'est-ce que ça change? Alors nous, dans l'univers du vélo, ça change beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, quand tu veux t'équiper en fait et que tu fais du vélo, bah en fait, les marques maintenant, on est en 2023, proposent une gamme pour les femmes, mais ça reste peut-être 10-20% de leur offre. Et surtout, c'est très souvent de la déclinaison de ce qu'ils font chez l'homme. En fait, il n'y a pas de modification dans la gradation, modification dans les coupes. Ils baissent juste un peu les tailles. Et voilà. Donc, si tu as une morphologie plutôt filiforme et assez droite, il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais si tu es comme la majorité des femmes, où en France, la moyenne, c'est quand même un 42, bah là, tu vas vite avoir des complications pour pouvoir t'équiper, sachant que le vélo, c'est un sport où tu restes vraiment plusieurs heures à rouler. Et en fait, si tu ne te sens pas bien dedans, ça peut vite devenir compliqué, voire tu peux te blesser. Enfin, il y a des vrais enjeux. Et donc, l'intérêt, c'était ça, c'était de développer des produits qui soient adaptés à la morphologie féminine et aussi adaptés à qui sont les femmes aujourd'hui. Et la moyenne étant un 42, bah, nous, on est parti de cette base-là pour ouvrir les tailles. Et donc, on va du XS au triple XL. Voilà. Et tu as aussi souhaité répondre au moment de la vie des femmes où elles ont leurs règles, parce que oui. Nous avons un quart des femmes, un petit peu moins, qui ont leurs règles en permanence, je veux dire, dans le monde, donc c'est un enjeu. Et oui, alors faut savoir que quand on fait du cyclisme sur route, sous le cuissard, qu'on soit un homme ou une femme, on ne met pas de sous-vêtements. Donc on est vraiment nu sous le cuissard, puisque le sous-vêtement va créer des frottements, des irritations. Et donc, quand on est une femme et qu'on a nos règles en moyenne 5 jours par mois, ça veut dire que pendant 5 jours, potentiellement, on ne peut plus pratiquer notre sport, ou on décide de mettre un tampon, ou on décide de mettre une cup. C'est une option. Au-delà de l'enjeu environnemental, il y a un enjeu lié à la douleur physique, puisque on est dans une position qui n'est pas du tout adaptée, avec le port en fait, de quelque corps chose d'externe, voilà, d'un corps externe, d'un corps étranger. Et puis après, il y a tout le sujet de la charge mentale. Pareil, quand on va faire du vélo, c'est pas comme quand on court, on part pas 45 minutes, on part plusieurs heures, ce qui veut dire anticiper de prendre des protections avec soi, de trouver un endroit, quand on trace notre map, de où aller changer, se laver les mains, ne pas jeter dans la nature. Enfin, il y avait des gros sujets. Et donc oui, le premier produit vraiment où on voulait impacter, c'était de créer le premier cuissard avec un pad, donc la peau de chamois qui est à l'intérieur, qui soit menstruelle, donc qui permet aux femmes d'aller rouler jusqu'à 7 heures sans avoir besoin d'utiliser autre chose que le cuissard, et il est biodégradable à 90%. Alors, Louise, côté grossesse, c'est quoi les défis? Parce que j'imagine qu'il y en a. Alors oui, nous, c'est sûr que pour le coup, c'est vraiment impactant parce que la grossesse, faut savoir que quand on a des vêtements de grossesse, il faut que ça s'adapte au début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Donc il y a vraiment une évolution en termes de forme. Donc au niveau modélisme, c'est quelque chose qui est assez complexe et souvent, d'ailleurs, c'est un petit peu mis de côté par les industriels. C'est pas toujours facile de trouver des partenaires qui ont envie de travailler sur ce type de produit qui est extrêmement complexe. Du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord partir du client pour comprendre les besoins. Donc, on a fait de la co-création, on a mené un questionnaire vraiment très poussé pour comprendre un peu les zones où il y avait des problématiques de frottement, de confort aussi, de maintien. Et on en est venu au fait qu'en fait, il faut vraiment garder un système de confort au niveau du dos. Donc, avec le premier legging que là, on est encore en train de finaliser, on va avoir bientôt le deuxième prototype. On a travaillé avec du seamless pour pouvoir jauger les points à des endroits précis et du coup s'adapter vraiment à la morphologie de la femme. Donc, comme je disais, dans le dos, on a essayé de travailler un fort maintien avec une maille très dense. Qui permet de garder le dos bien droit et du coup d'éviter les problèmes au niveau des lombaires. Et après devant, à l'inverse, fallait que ça s'adapte du coup quand même au ventre qui grossissait au fur et à mesure. Donc on a un système de côte qui permet du coup à la maille de plus ou moins se déployer au fur et à mesure de la grossesse et aussi de fronce.
et une maille qui est un petit peu plus souple, parce qu'il faut savoir aussi que la peau au niveau du ventre, elle s'extend beaucoup et du coup elle est très sensible, ça peut gratter, ça peut être un peu douloureux, et d'autant plus quand on fait du sport où il peut y avoir des frottements. Donc on a vraiment eu cette volonté de tester. Actuellement, on a fait tester le legging à 3 personnes qui en sont plutôt très contentes parce que c'est assez confortable. Et puis dans le seamless, il y a vraiment ce côté un peu seconde peau qu'on a essayé vraiment de mettre en avant. Du coup, il y a de l'élastane, donc c'est toujours, on n'a pas pu trop déroger à ça. Mais c'est aussi pour ça du coup qu'on a fait de la location pour que ça dure encore plus longtemps. Voilà. On y reviendra. Et pour Tomo, où on parle de vêtements pour le sport, plutôt la pratique en ville et donc pas nécessairement la performance sportive, est-ce qu'il y a eu des enjeux techniques à relever liés à la morphologie féminine ? Alors moins, honnêtement, on a des enjeux, mais celui-là moins parce que nous, on est sur des vêtements qui sont vraiment multi-usages. L'idée, c'est de pouvoir les porter au quotidien pour faire à la fois du vélo, aller au travail, être piéton, etc. Et en plus, on se projette dans l'avenir, et à l'avenir, on va arrêter d'avoir 10 manteaux différents pour faire la même chose. Donc, on est vraiment dans cette logique d'avoir un manteau multi-usage, du coup, forcément un peu plus ample pour pouvoir porter des choses en dessous, par exemple. Et on n'a pas toutes les contraintes que vous avez morphologiques de aérodynamisme, rester confortable dans des conditions extrêmes et des conditions morphologiques qui diffèrent de d'habitude. Donc on l'a moins. Les seuls qu'on va vraiment avoir, ça va être les classiques rapports entre la largeur du dos et la largeur des hanches pour un manteau. La longueur des bras, c'est bête, mais quand on fait du vélo, on est penché en avant, les manches remontent. Donc chez un homme qui a statistiquement les bras proportionnellement plus longs, ça fait des manches un peu trop courtes. Et puis on va avoir le sujet de la poitrine. Mais encore une fois, c'est moins prégnant chez nous que chez mes collègues. Nous, là où on veut avancer, c'est sur le système des taillants. Je pense que c'est comme ça que nous, on va prendre le sujet. Aujourd'hui, on est vraiment sur des taillants XS, XL. Sous-entendu, t'es petite, t'es fine, t'es grande, t'es large. En fait, il n'y a aucun rationnel derrière ça. Quand on regarde la distribution des corps en longueur et en largeur, il n'y a pas de corrélation qui justifie ça. C'est plutôt un sujet de simplicité. Et donc, nous, quitte à s'attaquer à ce sujet-là, je pense qu'on va le prendre comme ça, en essayant de développer un système de taillant à 2 entrées, quoi, un peu comme on a sur certaines marques de jeans, pour ne pas les citer. Ça nous permettra de gérer les différences morphologiques au sein des femmes, parce que, en plus, il y a des différences à l'intérieur même d'un genre. Et peut-être, le moment venu aussi, ça permettra d'ouvrir notre marque aux hommes qui, en fait, statistiquement, sont un peu plus grand et un peu plus large, mais on sera capable de couvrir ça avec notre système de taillant. Et en matière de conception et de look, est-ce que vous avez eu des barrières à faire franchir ? On voit souvent dans l'équipement sportif féminin beaucoup de roses. Qu'en est-il ? Je pense qu'on a commencé par là. Et pour rien vous cacher, au tout début, en 2019, Tomo, moi je suis motarde, j'étais motarde avant d'être cycliste. L'équipement dans la moto, c'est stratosphérique, quoi. Je prends la veste noire avec des têtes de mort blanches, je la fais plus cintrée et je mets les têtes de mort en rose, quoi. On était vraiment sur ce niveau-là d'adaptation. Donc sur nous, le côté du style est hyper important. La problématique qu'on a, c'est que les gens croient savoir ce qu'ils veulent. Je m'explique. Quand l'offre que vous avez n'est que du noir, n'est que cintré, n'est que, si je prends l'exemple de la moto, court et pas long, vous allez chercher ça. Vous allez chercher quelque chose de court et pas long. Alors, voilà. Vous avez des espèces de stéréotypes en tête. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est de proposer un style qui, finalement, aille avec tout, corresponde aux besoins et soit relativement neutre. Mais on ne veut pas coller aux stéréotypes du noir, etc. Parce que paradoxalement, l'achat d'équipement chez les femmes, je parlerai un petit peu plus tard peut-être de la pyramide de Maslow, mais l'achat d'équipement chez les femmes, c'est plus du tout un truc, c'est plus qu'un besoin, c'est aussi un truc d'estime, un truc de plaisir, un truc de je me caractérise par mon style. Et du coup, aujourd'hui, l'achat d'équipement pour faire de la moto, l'achat d'équipement pour faire du vélo, c'est vraiment pas un plaisir. Et donc, quand on est forcé d'acheter un truc pour se protéger de la pluie, pour se protéger des chutes, et que c'est pas un plaisir, on va vers du noir le moins cher possible, le plus simple possible qu'on va pouvoir mettre avec tout. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire changer les représentations, c'est montrer que faire du vélo, etc., tout le monde peut le faire, que c'est chambé, que c'est génial.
Et du coup, on veut mettre en avant que même l'équipement peut être un plaisir. Et donc, on vient se construire un peu en contradiction avec la proposition actuelle qui est très standard. Vilma, je rebondis parce que sur ta collection, c'est vraiment ça aussi, c'est rendre les femmes fières de faire du vélo. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, il y a des barrières culturelles aussi à relever là-dessus. Oui. Alors, moi, je suis une femme et j'aime le rose. Désolée, c'est pas un jugement de valeur, juste du rose. Donc, on a quand même du rose dans l'offre. Mais en effet, c'est pas tout. Il ne faut pas que tout soit caractérisé comme ça. Nous, ce qu'on aime, c'est... Moi, je viens du coup de la mode. J'aime la mode. C'est d'ailleurs ce que j'aime aussi chez Tomo, c'est qu'il y a un aspect mode qui est hyper fort et que je trouve très cool. On essaye d'amener ça dans l'équipement. Et après, je trouve que Céline, elle l'a vraiment bien dit, c'est que en fait, tant que tu l'as pas devant les yeux, tu peux pas te projeter du moment où c'est pas ton métier. C'est très difficile de te projeter sur comment tu pourrais t'équiper autrement. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire en fait avec Wilma, du coup de proposer. Tu as de l'innovation technique sur l'utilisation, mais après, tu as aussi un travail assez fort sur le design. Muriel, qui est notre styliste, elle vient de la mode aussi, de l'outdoor et tout. Et donc, du coup, on essaye vraiment de lier un petit peu ça et de rendre par le vêtement le fait de faire du vélo assez cool. Et pas du tout cette image très genrée de l'homme... sans être péjoratif, mais tu sais, si on te dit cycliste aujourd'hui, tu t'imagines un homme blanc de 30 ans très affûté. Tu t'imagines pas du tout une petite meuf qui fait une taille L. Et donc nous, on essaye de changer ça. Et après, le côté du look est hyper important parce que dans n'importe quel sport, tu vois, quand tu commences, au pire, tu te dis, je vais aller chez Decathlon, je commence et je vais voir. Mais du moment où tu aimes bien, généralement, tu as envie d'aller t'acheter ta tenue un peu coordonnée pour kiffer et te sentir bien dedans. Et que tu te dises, en fait, la manière dont je m'équipe correspond aussi à finalement l'intensité de la pratique que je veux donner. Et donc nous, je pense qu'on arrive à ce moment-là. Et on essaye d'avoir des produits qui donnent envie et où tu te dis, en vrai, j'aurais bien aimé aussi les porter dans le quotidien si je pouvais. C'est un peu ça. On en a parlé hier et un peu ce matin aussi de l'appartenance dans le sport. On appartient à une communauté, on a de l'attachement à ce qu'on renvoie quand on fait du sport. Question similaire, la barrière, mais tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, la barrière culturelle, mentale de faire du sport quand on est une femme enceinte. Ouais. Le problème, c'est que pendant longtemps, il n'y avait pas d'études sur la grossesse et sur ce qu'on pouvait faire ou pas faire, sur ce qui était bon ou pas pour le fœtus et pour la maman. Donc par défaut et par un peu au cas où, on interdisait tout, sauf évidemment de travailler, aller faire le ménage, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais faire du sport pour se faire du bien, c'était, on disait, c'était une fausse couche. Ça doit être pour ça. Il y a tout plein d'autres raisons, le stress, un fœtus non viable. Bref, donc encore aujourd'hui, même si les médecins sont aujourd'hui, on va dire presque militent, le docteur sans diplôme que tu as au coin de la rue va toujours avoir des remarques à faire là-dessus qui sont plutôt difficiles pour une maman pleine d'hormones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Mama Out, on a aussi une communauté de femmes qui on va dire qu'ils sont dans une logique un peu d'empowerment, en puissancement, si on veut parler français, parce que on a besoin de voir que pour d'autres c'est possible. Et je parlais hier au pitch d'une nana qui va faire un semi-marathon à 4 mois de grossesse. Ouais, ok, tout le monde le fera pas. Moi, si j'ai jamais couru, je vais pas faire ça. Mais surtout, on est toutes responsables de nous-mêmes. Je connais aucune femme enceinte qui a envie de tuer le bébé qu'elle porte. Et du coup, il s'agit surtout de quelque chose de l'ordre du paternalisme, de dire à quelqu'un d'autre ce qui est bon pour lui ou pour la vie pour elle ou pour la vie qu'elle porte. Donc c'est difficile pour toute femme enceinte qui veut faire quelque chose qui n'est pas habituel. Là, on parle du sport ou de quoi que ce soit. De toute façon, quand on porte un bébé, les gens se permettent toujours de dire ce qui est bon pour ton bébé. Encore plus dans le sport, et c'est très très important là de développer des relais de sororité. Et mine de rien, le vêtement, avec toute la symbolique que ça apporte, de pouvoir porter quelque chose qui va être visible et qui va affirmer en fait. Alors plutôt que de prendre un pantalon de randonnée trop grand que j'ai piqué à mon mec pour que mon ventre rentre dedans, je vais avoir un super pantalon de randonnée qui va être fité pour moi, qui va avoir un textile canon.
ça peut être aussi sur du cuissard, hein, sur tout sport. Et ben là, je vais pouvoir affirmer, je fais du sport, j'ai le droit de le faire si l'équipement existe. Et ben, c'est qu'en fait, je suis hyper légitime pour faire ça. Et déjà, ça permet un petit peu d'inscrire ça dans une pratique et dans une communauté aussi de femmes par ce qu'on porte, quoi. Voilà. Ça rassure, ça institutionnalise, ça rend réel, quoi. Voilà. Ouais. Il est étudié que les femmes portent plus la charge mentale de l'écologie, sont plus aptes à faire des achats écologiques. Est-ce que pour vous, dans vos développements produits, ça a été important l'écologie, ce côté, est-ce que ça a permis de faire des pas en plus, des gammes plus écologiques dans les matières? Qui veut? La première chose sur ce sujet-là, c'est que je fais un petit préambule, c'est qu'il y a une grande différence entre la prise de conscience, les attitudes et le passage à l'action. Et il y a encore une grande différence entre le passage à l'action et ses résultats réels. Et donc du coup, là typiquement, on est dans la prise de conscience et les attitudes. C'est vrai que les derniers sondages montrent qu'en France, en tout cas, les femmes, mais pas que, les jeunes aussi, sont plus éco-anxieux, ou pour reprendre solastalgique, voilà, j'ai appris ce mot ce matin, que le reste de la population. Certes, maintenant, et autre chose aussi, dans le résultat aussi, c'est-à-dire qu'on voit que l'impact carbone par femme est plus faible que celui des hommes. Donc dans le résultat aussi. Mais malheureusement, ce qui me concerne moi, en tant qu'entrepreneuse, c'est le milieu. C'est l'action. Et en fait, le passage à l'action, chez moi, il est double. C'est-à-dire que, il faut que les femmes se mettent à passer ce permis moto dont elles ont toujours rêvé et elles n'ont jamais osé, à abandonner leurs moyens de transport actuels, leur passe Navigo ou leur voiture pour passer au vélo. Et ensuite, il y a une deuxième action qui est celle qui, moi, m'intéresse monétairement parlant, on va dire, qui est celle de l'achat d'équipements de qualité, responsables, etc., qui est une deuxième étape. Et en fait, le diable se cache vraiment dans les détails, parce que quand on étudie un peu plus en détail les comportements, les actions, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si je caricature, il y a deux dimensions. Il y a je suis engagée, je suis pas engagée, les deux extrêmes, et il y a je suis très dépensier ou je suis peu dépensier. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes sont surreprésentées parmi ce qu'on appelle les frugaux engagés. C'est-à-dire les personnes peu dépensières mais engagées. Là où les hommes sont surreprésentés dans la population dépensière, désengagée, mais aussi un petit peu, mais moins, dépensière engagée. Franchement, le sujet de dépensier, pas dépensier, on le sait tous, en France, 24% de salaire de moins pour les femmes que pour les hommes, enfin voilà, c'est une évidence. Mais moi, du coup, dans mon cas, c'est un frein. C'est plus un frein en fait qu'autre chose, puisque, et juste pour revenir sur les hypothèses, et moi je suis pas scientifique, hein, donc je reporte des études, mais voilà, les hypothèses qui expliqueraient ça, c'est qu'en fait c'est de la représentation sociale, c'est-à-dire qu'en fait socialement les femmes s'occupent plus des autres, des générations à venir, socialement les femmes, et pour le coup c'est factuel aussi, font plus de tâches ménagères, et aujourd'hui l'écologie est beaucoup associée aux tâches ménagères, les gestes du quotidien. Les fameux éco-gestes, c'est des gestes de la vie domestique. Donc en fait, voilà, le diable se cache dans les détails. Et du coup, pour en revenir à moi j'ai besoin d'un passage à l'action double. À la fois que les gens changent leur mobilité et derrière qu'ils s'équipent. Et comme je disais tout à l'heure, le premier équipement, c'est l'achat vraiment bas de gamme et ça prend quelques années. Donc moi, il me faut encore 3-4 ans. Pour voir les personnes qui se sont mises au vélo après le Covid venir s'équiper chez moi, après avoir été probablement déçues du reste. Et le dernier point, c'est que je trouve que le sujet d'éco-responsabilité, et je ne sais pas, dans votre cas, ce sera peut-être différent, mais moi, dans mon cas, une femme qui utilise le vélo comme moyen de transport principal tous les jours et qui abandonne sa voiture, c'est 1 tonne d'économie de carbone. Une femme qui achète ma cape de pluie qui est recyclée plutôt que celle du concurrent qui n'est pas recyclée, c'est quelques kilos. Donc on est vraiment sur un rapport 1000. Et d'où ce que je disais sur l'action et le résultat. Moi, paradoxalement, l'action de mes clientes qui a le plus d'impact, c'est pas de m'avoir acheté une cape de pluie à moi et pas ailleurs, c'est d'avoir changé son mode de mobilité. Voilà. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose
Nous, on n'en est pas aussi avancé parce qu'on en est en début de création de marque, mais en tout cas, quand on a sondé la communauté, les clientes, il est clair qu'il y avait un besoin d'éco-responsabilité et une envie de faire les choses bien. Peut-être d'autant plus, je pense, quand on devient mère, parce que ça doit je ne le suis pas, mais je suppose que ça doit se projeter, ça doit nous permettre de nous projeter encore plus loin dans l'avenir. Mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est que du coup, la grossesse, c'est quand même qu'une période de la vie et que ce serait, entre guillemets, un peu ballot d'acheter un vêtement que l'on va porter que quelques mois. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un système de location avec l'idée, justement, d'un vêtement qui va passer de main en main et de lui redonner un peu sa valeur aussi, j'ai envie de dire, émotionnelle. Puisque Johanna a une super idée, c'est de mettre en fait des QR codes sur chaque produit et que du coup chaque maman qui va venir porter le vêtement, elle va pouvoir mettre une photo et raconter l'histoire. Voilà, si elle a fait un marathon avec, si elle a eu un cours de fitness ou quoi. Et du coup, le vêtement reprend une valeur plus forte et une durabilité dans le temps qui je trouve est très belle et plus symbolique et le lie en plus à la maternité, à la femme. Et voilà, c'est une belle façon de raconter des histoires. Nous, chez Wilma, le sujet de l'éco-responsabilité, en fait, c'est pas c'est pas vu comme une branche. Ça fait vraiment partie intégrante du développement. Après, moi, avant de lancer, j'ai beaucoup discuté avec des femmes, en l'occurrence. Alors, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on ne convertit pas des femmes à faire du vélo. Elles font déjà du vélo. Et quand elles font du vélo de manière sportive, dans tous les cas, elles se déplacent en ville à vélo. Parce qu'une fois que tu as goûté à cette liberté, tu n'as pas envie de te retrouver avec les gens dans les transports ou quoi. Mais par contre, à titre perso, moi, j'ai toujours travaillé dans des marques éco-responsables. Et quand je demandais aux filles, aujourd'hui, quand elles s'équipaient, est-ce qu'elles regardaient l'étiquette, 80% m'ont dit non. Je ne sais pas où sont produits les vêtements. Alors, on était en 2018-2019, donc voilà. Mais en tout cas, nous, on travaille pour faire en sorte que le côté éco-responsable, finalement, ce soit hyper naturel et que quelque part, ce soit pas à la fille qui achète de porter ce poids-là et cette responsabilité, tu vois, d'acheter une marque éco-responsable. Je pars du principe qu'on est en 2023, que maintenant, ça me paraît aberrant, en tout cas dans les jeunes entreprises. Sur les grosses entreprises, c'est plus compliqué de bouger, mais sur les jeunes entreprises, que tu puisses te dire à un moment, je vais produire n'importe comment, et voilà. Donc en fait, pour moi, il faut que ce soit un non-sujet. Nous, on fait attention à notre manière de produire, on fait attention à l'origine des fils, des matières. Tu vois, il y a le lieu de production, mais il y a aussi l'origine des matières. Il y a le fait, tu vois, nous, où on fait des choix, par exemple, de ne pas utiliser du Gore-Tex, mais on va travailler avec Sympatex, qui est une entreprise française et éco-responsable. Mais pour moi, c'est un travail que nous, on doit faire sans forcément absolument avoir besoin de se justifier là-dessus. Ça me paraît évident. Et du coup, sans avoir besoin de faire porter cette responsabilité-là à l'acheteur. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tant qu'individu, on te responsabilise vachement et on te rejette vachement la faute comme si tout ce qui se passait, c'était de ta faute parce que tu n'as pas consommé la bonne marque. Et qu'en fait, finalement, c'est plein de petites choses qui font que tout peut bien aller, mais en tout cas, c'est de notre responsabilité en tant que marque de faire attention. Et voilà, je ne sais pas si je suis claire. Mais, non, c'est très intéressant de voir qu'il y a des manières différentes d'apporter. Vous avez réfléchi à vos modèles de manière très poussée. Je vais peut-être prendre quelques questions dans le public, s'il y en a. Vous faites vos timides ? Moi, je peux en faire une à la place, si vous voulez, parce que j'ai discuté... Ah, voilà, il y a quelqu'un. Je vais vous donner le micro. Ma question, du coup, est liée aussi à la conférence d'avant, que j'ai pas pu poser, mais qui est en double sujet. On sait que les jeunes filles sont les plus grandes consommatrices de mode fast fashion. Et donc, ma question est la suivante, c'est comment fait-on finalement pour éduquer et faire rentrer toutes ces, on va dire, notions au sein des jeunes
comme on a d'autres choses qui sont au sein de la violence, de l'éducation, sur l'égalité, sur tout ce qui est inclusif, etc. Donc il y a de plus en plus de choses, et en fait c'est un gros sujet. Et moi je suis en tout cas aussi en questionnement vis-à-vis de la métropole. Solène, on s'est rencontrés dans d'autres domaines qui étaient l'alimentaire. Moi je viens du domaine de l'électroménager, donc il y a beaucoup aussi et du textile. Donc les deux, j'ai été confrontée à la réparabilité, à la durabilité dans l'électroménager, et je me suis rendu compte que finalement, démarrer le plus tôt, c'est aussi pouvoir, Céline, pouvoir aussi faire en sorte que ça se passe, d'être dans l'action. Donc voilà, je voulais savoir au niveau de la métropole, que ce soit dans la réparabilité, je me disais dans toutes ces universités, toutes ces écoles, est-ce que demain il pourrait y avoir des collectes déjà directement là où les jeunes sont là, des ateliers de sensibilisation sur ces sujets? Alors nous, à la métropole, on a en charge la gestion des collèges. Donc on ne gère pas les programmes nationaux d'éducation, bien sûr. Par contre, on a développé une classe numérique culturelle sur l'industrie textile, où on fait avec les enseignants un parcours pluridisciplinaire. Donc il peut y avoir le prof de maths, le prof de chimie, le prof de bio, le prof de français, qui vont parler du textile sous toutes ses formes, avec une partie effectivement sensibilisation. On prend soin de ce qu'on connaît, on fait attention à ce qu'on connaît. Donc effectivement, la sensibilisation, la formation est hyper importante. Un autre point qui me permet de rebondir, j'en profite, c'est plutôt sur les achats de la métropole. Nous, on a un service qui est dédié à l'égalité femmes-hommes, et ils font attention, ils essaient de faire attention justement dans nos marchés, qu'on reproduit d'année en année, à notamment les vêtements genrés. Et il y a eu une période où on a challengé des fournisseurs sur comment se fait-il que vos vêtements femmes soient échancrés et décolletés, et pas les vêtements hommes, et qu'on puisse pas avoir une option un petit peu intermédiaire pour les femmes qui voudraient pas forcément avoir une taille échancrée, serrée, et l'inverse. Bref, vous avez compris. Donc moi je viens pas du secteur de la mode, vous l'aurez compris aussi. Voilà, donc on a ces sujets-là. Effectivement, on y travaille, et c'est effectivement très très long. Est-ce que vous voulez aussi réagir au nom des marques? Moi, du coup, là, c'est plus de mon point de vue styliste, mais il faut savoir que quand on est jeune, je pense que tout le monde l'a vécu, le vêtement est extrêmement identitaire. Enfin, je pense qu'on a tous des images de collège d'une pièce que toute l'intégralité du collège pouvait porter. Et du coup, typiquement, moi, dans mes études au tout début, quand j'ai fait mes études de stylisme, tout ce qui était seconde main, c'était pas très tendance. Donc, c'était bien mieux vu de porter des nouvelles marques, etc. Alors que maintenant, à l'inverse, quand je revois les petits étudiants là qui arrivent, le vintage, la seconde main, c'est devenu tendance. Donc, il y a eu une sorte de basculement comme ça. Donc, je pense que c'est des publics où on ne doit pas avoir la même démarche que les adultes, parce que ils ont moins mûri peut-être leur réflexion de vie, ils n'ont pas encore forcément compris toutes les codes de la société. On ne le comprend pas forcément tout, même plus tard. Mais du coup, il y a aussi cette notion de désirabilité à aller chercher ces jeunes consommateurs. Et typiquement, vos deux marques qui ont aussi pris en compte ce côté style, je pense que c'est vraiment très important. Et que jusqu'à présent, les jeunes consommateurs ne se retrouvaient pas dans le style. Enfin, moi, en tout cas, pour en avoir discuté, essayer de convaincre des jeunes qui consommaient du Chine, à chaque fois c'est oui mais je retrouve pas mon style, etc. Donc il y a tout un travail de création de nouvelles marques qui arrivent à concilier ce style et en même temps ce côté éco-responsable, à mon avis, qui est vraiment important. Oui, moi j'ai une question. J'ai l'impression que le fait que vous soyez attaqué au marché de la performance pour les femmes vous a quand même amené à avoir des démarches de conception produit hyper poussées sur les usages, sur les freins qu'elles rencontrent pour leur pratique et tout. C'est top. Mais du coup, ma question, c'est est-ce qu'à un moment, on va pas vous demander, les hommes ne vont pas vous demander de développer des produits pour eux, parce que vous avez peut-être ouvert un autre prisme et du coup ouvert un autre champ de performance. Nous, on a des demandes toutes les semaines, des hommes qui veulent qu'on développe un Wilma pour hommes, ou des hommes aujourd'hui qui viennent acheter des produits chez nous.
Alors pas des cuissards, donc le cuissard c'est le bas, mais tu as à l'inverse des hommes qui sont assez fins et qui peuvent rentrer dans une taille. Alors il y a un sujet de construction. Nous, en termes de morphologie, les hommes sont plus larges d'épaules, plus étroits du bassin. Et nous, on est plus étroits du bassin et d'épaules et plus larges de bassin. Donc voilà. Mais il y a certains hommes, en prenant une taille, 2 tailles au-dessus, qui arrivent à fitter, parce qu'on est sur des matières avec de l'élastin dedans, donc ça peut fitter. Donc oui, nous, on a des demandes tout le temps. Mais pour le coup, on n'ira jamais sur l'homme. C'est pas un développement qu'on va faire, parce que dans le vélo, il y a déjà plein de choses qui sont faites pour l'homme. C'est le marché principal. Il y a des marques qui sont top. Que moi, si j'étais un homme, je pourrais aller m'équiper là-bas, parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien. Et donc, du coup, on n'aurait aucune plus-value à faire ça. Là, on a lancé une nouvelle innovation sur un pad, donc une peau de chamois qui est amovible. On l'a exceptionnellement développé pour l'homme sur une coupe-homme, mais parce qu'il y avait des enjeux de santé derrière, des enjeux environnementaux et des enjeux de pratique sur le fait que tu sois cycliste et pas sur le fait que tu sois un homme ou une femme. Donc si ponctuellement les nouvelles innovations qu'on développe, elles peuvent servir aussi l'homme, on ne va pas raisonner en mode on est 100% femmes, donc on met 50% de la population mondiale de côté. On fera quelque chose, mais ça restera vraiment un peu de manière très exceptionnelle. Et voilà. Et ça, mais donc c'est cool d'un côté, c'est que ça veut dire qu'on a créé une désirabilité pour les hommes. Donc ils peuvent porter des t-shirts lifestyle, mais voilà. On n'ira pas sur l'homme en tout cas. Pour compléter, moi franchement je rêve d'un monde où Tomo Clothing c'est pour tout le monde et on choisit son vêtement en fonction de 2 critères: de quoi j'ai besoin, me protéger de la pluie ou me protéger des chutes, et à quoi ressemble mon corps. Voilà, ça c'est mon monde idéal. Aujourd'hui on n'y est pas et on en est même assez loin. Pour moi, mais pas que pour moi. Le choix qu'on a fait, et franchement ça a été un long débat, ça a été de rester sur une image de la femme et une représentation de la femme. Et au final, pourquoi ? Parce que, je reprends la citation de Philippe Schisser tout à l'heure qui disait que la photographie ne change pas le monde, mais elle montre le monde qui change. Tomo, c'est pareil. On ne change pas le monde avec nos vêtements. Franchement, il ne faut pas se leurrer, quoi. Mais on a envie de montrer un monde qui change et à travers ça, à travers la représentation positive, de faire changer, entre guillemets, certaines femmes. Et ça, c'est horrible, mais aujourd'hui, je reviens à ma pyramide de Maslow. C'est la pyramide de hiérarchisation des besoins entre ce qui est genre vital et ce qui est moins. Ça va de physiologique, manger, sécurité, et dedans, il y a la sécurité du corps. Donc il y a le vêtement, en tout cas dans les années 40, il y avait le vêtement à ce niveau-là. Après, il y a appartenance à un groupe, amour, etc., estime, et puis je ne sais pas quel est le dernier... le vêtement est passé de sécurité à estime. Et en fait, aujourd'hui, moi, si je veux séduire des jeunes, si je veux séduire des femmes, et quand je dis séduire, c'est pas séduire pour avoir rentré de l'argent dans mon porte-monnaie, quoi. C'est pour répondre à ma vocation. Je suis obligée de leur parler là-haut, quoi. Je suis obligée de leur parler estime, je suis obligée de leur parler plaisir, je suis obligée de leur parler style. Quand bien même, ce que je veux, c'est faire redescendre l'univers du vêtement dans un besoin fonctionnel. Mais en fait, on a l'impression d'être obligé de passer par là. Et au final, ça nous amène à des situations qui sont quand même assez cool, pour reprendre ce que tu disais, Céline. Au final, nous, 25% de nos clientes sont des clients. Et en fait, ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est une reconnaissance de la qualité technique de nos produits, reconnaissance à laquelle en moyenne, les hommes apportent un peu plus d'importance, sujet auquel les hommes apportent un peu plus d'importance que les femmes, parce qu'ils sont plus éduqués dessus que les femmes. Si je reprends l'exemple du vélo, il y a une raison pour laquelle 50% des hommes se sont à l'aise à faire du vélo et 30% des femmes, c'est parce que 50% des hommes ont appris à faire du vélo en 6 ans et 30% des femmes uniquement. Donc du coup, tout ça pour dire qu'il y a des sujets d'éducation, et nous, on essaye avec nos petits moyens d'utiliser l'estime pour venir former sur l'utilité, la technicité, la fonctionnalité. Et donc, dans ce contexte-là, on a décidé de rester sur les femmes. Maintenant, dans 10 ans, si on est dans un monde où ça n'a plus de sens, moi, je rêve que Tomo ne soit plus que pour les femmes. Mais il ne sera pas ligne homme, ligne femme. Voilà.
Bonjour, donc bravo pour ce que vous faites. Moi je suis un homme, je suis marié à une femme qui fait du vélo, qui fait de la moto, qui a eu 2 enfants, qui fait beaucoup de sport, donc je suis très sensible à ce que vous faites. Je suis aussi industriel textile et nous on a beaucoup travaillé avec des marques, avec des partenaires sur la menstrualité, avec des pads, avec des culottes, etc. Là on a des demandes de juste au corps et d'autres produits liés à la pratique du sport. Céline, Wilma, ça m'intéresse beaucoup, et quand vous avez parlé de produits avec des pâtes qui soient écologiques, vous avez dit qu'ils étaient recyclables ou biodégradables. Biodégradables. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire on peut les retirer. Enfin, comment ça fonctionne exactement? Non, alors ceux qui sont sur nos coupes classiques, on peut pas les retirer. Il faudra les faire découdre. On ira chez Goodloop à ce moment-là. Mais par contre, on a la nouvelle innovation, le Wild, où oui, en effet, celui-ci, en fait, tu peux l'enlever. Donc l'idée, c'est ça, c'est que tu puisses changer ton pad en fonction de ton utilisation. Donc là, aujourd'hui, on est sur une V1 qui est très tournée autour de une utilisation soit pour du cyclotourisme, soit pour du cyclisme ultra-distance, donc plusieurs jours consécutifs de vélo et plusieurs heures du coup sur le vélo. Mais il y a plusieurs enjeux derrière. Donc je disais, il y a un enjeu de santé, il y a un enjeu aussi d'environnement, qui est de dire que quand tu fais du vélo, tu vas changer ton cuissard au bout de quelques années parce que le pad à l'intérieur, il s'est complètement affaissé. Alors que si tu as acheté un bon cuissard, finalement, la matière autour, elle est très bien et elle n'a pas bougé. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, nous, on utilise une matière française, la fabrication, elle est française pour le cuissard, et on utilise des matières hyper haut de gamme. Donc en fait, on sait que dans 5 ans, le pad, il n'aura pas bougé. Le cuissard, il n'aura pas bougé. Donc, à ce moment-là, en fait, tu viens juste racheter un pad. Tu n'as pas besoin de venir racheter un cuissard complet. Donc il y a ce sujet-là. Et après, il y a un sujet aussi, on parle des femmes, des différences de morphologie, différences de pratique. Et là où on est en train de travailler aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer ensuite après différentes densités de pads. Parce que tu as des filles qui aiment bien quand le pad il est très épais, d'autres quand il est très fin, d'autres qui font du triathlon, donc ont besoin de quelque chose de très fin. Et donc l'idée, ça va être pouvoir d'offrir la possibilité aux filles, sans acheter plein d'équipements, de dire en fait j'ai mon cuissard, et en fait, je viens prendre le pad qui me correspond en fonction de la pratique que je fais, de l'entraînement que je dois faire. Enfin, voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est de consommer moins, mais d'avoir un peu un 3 en 1, un produit 3 en 1, 4 en 1. Voilà. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transformation post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!